Bienvenue sur le podcast Plan Aidant, le podcast des aidants. Plan A, plan aidant, parce que quand on est aidant, on apprend rapidement qu'il n'y aura pas de plan de vie établi, pas de plan B et qu'il faudra tout le temps s'adapter. Et qui mieux qu'un aidant peut témoigner de sa situation, de sa vie aux côtés d'un aidé? Et qui mieux qu'un aidant peut conseiller des services qui améliorent son quotidien et celui de son proche? Je m'appelle Sigrid Jo. J'ai été pendant 15 ans l'aidante de ma mère qui souffrait de la maladie de Parkinson. Je suis également la cofondatrice des Aidantes & Co, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Nous conseillons les entreprises à mieux accompagner leurs collaborateurs aidants pour gagner en impact social. Nos objectifs, aussi bien pour les Aidantes & Co que pour le podcast Plan Aidant, c'est sensibiliser à la cause des aidants et favoriser leur inclusion dans la société. Dans chaque épisode, je dialoguerai avec des aidants engagés et positifs, ou alors je chercherai à mettre en lumière des structures qui proposent un nouveau service utile aux aidants. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Laurence. Bonjour Sigrid. Bienvenue sur le podcast Plan Aidant. Laurence, vous êtes directrice diversité et égalité des chances pour le groupe La Poste. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer pour commencer en quoi consiste votre rôle ? Alors effectivement, je suis à la DRH du groupe La Poste et j'ai en charge la lutte contre toutes les formes de discrimination. Aujourd'hui, il y a 25 critères de discrimination. Ça va de l'état de santé en passant par le handicap, l'origine présumée ou ce genre de choses. Et donc en fait, voilà, c'est comment faire vivre cette politique et lutter contre toute forme de discrimination au sein du groupe La Poste. C'est porté par 3 accords. Il y a un accord en lien avec le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Il y a un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, puis un accord sur les aidants pour améliorer la conciliation vie professionnelle, vie personnelle des postiers et des postières aidants. Voilà, donc tout ça cohabite. Et puis j'ai également un sujet qui est le fait religieux, puisque nous sommes à La Poste une entreprise neutre et laïque, et donc on se doit de faire respecter aussi la laïcité au sein de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la date des accords? Parce que c'est à la fois récent et en même temps assez ancien pour faire aussi une forme d'expérience. Oui, alors l'accord handicap, il date de 95 de mémoire. Le premier accord égalité professionnelle, il est dans les années 2000, je crois que c'est 2002. Et puis l'accord aidant, il date de 2018. Alors il est un peu plus récent que les autres, mais on sait que c'était aussi un sujet qui existait au sein de La Poste, mais voilà, qui est maintenant porté par un accord depuis déjà 5 ans. Voilà. Bravo. Alors j'enchaîne parce que je sais aussi que La Poste a été récompensée plusieurs fois pour l'accompagnement de ses collaborateurs aidants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur c'est quoi aujourd'hui un aidant à La Poste et puis quels sont les dispositifs phares? Alors effectivement, hein, nous en 2014, on a La Poste qui a refait son plan stratégique et on s'est rendu compte que le vieillissement de la population, c'était vu finalement comme un phénomène majeur de société, et que si la population vieillissait, les postiers également allaient vieillir, et donc ça allait également impacter notre propre stratégie, aussi bien commerciale, parce qu'on a créé Veiller sur mes parents par exemple, mais aussi en interne. Aujourd'hui, quand vous regardez la population des postiers, des postières, on a 53 de femmes et on a une moyenne d'âge entre 48 et 49 ans. Voilà, donc on a une population pour une entreprise qui est un petit peu plus âgée que la moyenne. Et ce que l'on a fait donc dès 2014, on a lancé un guide, le guide des aidants. On reprenait quelques avantages sociaux, on va dire, qu'on avait mis à disposition des aidants, donc des chèques CESU, des choses comme ça supplémentaires, parce qu'on savait que les aidants pouvaient avoir besoin de cette aide-là. En 2016, on a créé un guichet des aidants. C'est une plateforme téléphonique très simple. Vous avez des questions à poser en fait sur est-ce que je suis aidant, est-ce que je peux bénéficier de telle ou telle chose, et en fait le guichet des aidants vous répond par rapport effectivement à ce que la Poste a mis à votre disposition. On avait 1000 appels par jour, pas du tout, hélas, par an. On a voulu aller plus loin et on a créé le certificat des aidants. Et ce certificat des aidants, il donnait un statut en fait à nos postiers, disant: «Voilà, je suis reconnu par mon entreprise comme étant un aidant». Donc je peux aller voir mon manager et lui dire: «Voilà, je suis un aidant, et donc je peux avoir, peut-être un CESU supplémentaire encore une fois, ou avoir accès à des activités sociales spécifiques». Alors Laurence, moi je veux bien que vous me disiez qu'est-ce que doit apporter un collaborateur aidant comme justificatif pour avoir un certificat aidant? Parce que c'est une question qui nous est posée souvent quand on va dans les entreprises, de la part d'entreprises qui sont en train de mettre en place des dispositifs qui disent mais j'ai pas envie de demander
des papiers ou encore une formalité administrative à mon collaborateur pour qu'il prouve qu'il est aidant et en même temps, ça instaure quand même une sorte de confiance. Qu'est-ce que vous demandez, vous, aux aidants? Alors effectivement, nous on passe donc par une plateforme qui est externe, hein, qui s'appelle Domiserve, qui est une filiale de La Poste, mais c'est pas nous, La Poste, qui avons les informations, on va dire confidentielles. Ça, c'est quand même très important. Donc Domiserve, qui est notre, tiers de confiance, va demander en fait à notre postier ou à notre postière une déclaration sur l'honneur, disant qu'il est aidant de la personne. Généralement, un certificat aussi médical du médecin, de l'aider et on va le faire, s'il y a pas d'aide type AFPA, des choses comme ça, ou d'allocation, handicap adulte, des choses, voilà, de la part de l'aider. On va faire une évaluation téléphonique avec le postier ou la postière, en lui disant: «Voilà, vous avez demandé un certificat, aidant, votre proche par exemple est GIR 5, donc c'est notre limite et on va juste voir avec vous si ça correspond à nos critères» et donc nous, on a toute une liste de critères qui va définir ce que c'est la liste, justement si la personne peut prétendre ou pas à avoir ce certificat. Donc on va lui demander si la personne est dépendante, si elle arrive à se déplacer toute seule, si elle arrive à faire ses courses, si elle a toute sa tête et donc ça va être un échange avec le collaborateur pour justement essayer de savoir et de percevoir si la personne répond à nos critères, nous, postal, parce que c'est un certificat qui est donné par la Poste et notre périmètre, on s'est dit qu'on allait aller jusqu'aux parents, grands-parents, conjoints, frères et sœurs et enfants, petits-enfants. Voilà, donc c'est si votre proche aidé fait partie de cette catégorie-là, la Poste, va vous donner un certificat des aidants. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre dispositif, à nous raconter qui pourrait intéresser, des entreprises qui sont en train de mettre en place justement une politique aidant? Alors, effectivement, donc c'est vrai que le certificat, c'est quand même notre pierre angulaire. C'est-à-dire que ça permet encore une fois d'avoir une reconnaissance de la part de la personne et d'avoir aussi une reconnaissance de la part de l'entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très important, c'est vraiment notre socle. Quand on a mis en place ce certificat, on a eu, pareil, à peu près 1000 personnes en 2017 qui se sont, présentées pour avoir ce certificat. On a encore voulu aller plus loin et ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé donc un accord, social avec des organisations syndicales qui a conféré plusieurs choses. Donc 5 choses pour les personnes qui avaient le certificat d'aidant postal et puis une chose pour tous, on va dire, les aidants qui sont aidants au titre de la loi. Pour ceux qui avaient le certificat de la Poste, ils ont eu le droit à 3 jours, enfin ils ont le droit à 3 jours de congés supplémentaires par an, fractionnables, donc ils peuvent prendre des demi-journées pour accompagner leurs proches à des, rendez-vous médicaux, des rendez-vous administratifs. C'est quelque chose qui est hyper important, on le sait, l'aidant a besoin de temps, donc là on va lui en donner pour aussi être détendu et pouvoir accompagner son proche aidé. Il peut aussi faire plus de télétravail que les autres. Très important, et ça c'est quelque chose auquel on tenait, c'était pouvoir aménager les horaires. Donc il va voir avec son manager et son RH comment, si le matin il peut pas être là à 8 heures du matin parce qu'il n'y a pas le transport qui vient chercher son enfant, qui est toujours en retard, des choses comme ça, et ben on va voir avec le manager comment on peut organiser son temps de travail pour qu'il travaille autant que les autres, mais de manière un peu décalée. Donc plutôt que de dire il arrive comme tout le monde à 8h30 ou 9 heures, peut-être qu'il va arriver à 10 heures, il va être serein, il sera plus stressé et l'organisation du travail ne sera pas impactée et les collègues arrêteront de dire: «Ouais, celui-là, c'est un tir au flanc, il est jamais là» et cetera. C'est important. Exactement. Que tout le collectif, de travail comprenne ce qui se joue. Exactement. Sans forcément être au courant, mais en tout cas, voilà, au moins qu'ils aient l'information et qu'ils n'aient pas l'impression que la personne, essaye enfin, voilà, essaye un peu de tirer au flanc. Et puis on a une autre action, c'est la mobilité. On s'est rendu compte que, quand vous accompagnez un proche en fin de vie et que, par exemple, vous habitez, Paris et que lui est à Brest, vous faites des allers-retours, 1 fois minimum dans la semaine, donc c'est des heures et des heures, soit de voiture, de train et cetera. Et donc en fait, vous vous fatiguez et c'est même on en arrive à de l'épuisement. Pour éviter ça, nous, on a proposé et on propose aujourd'hui à nos collaborateurs, s'ils le souhaitent, de pouvoir déménager le temps d'accompagner en fin de vie la personne. Voilà, et ça permet d'être beaucoup plus serein, d'être moins fatigué, d'éviter aussi, hein, tout ce qui est accidentologie, choses comme ça. Et le 5e point, c'était le temps partiel. On dit aussi aux gens que s'ils le souhaitent, ils peuvent passer à temps partiel et ça peut être du temps partiel annualisé, soit c'est une journée par semaine si vous êtes proche de votre, aidé, soit s'il est, comme je vous disais, il est loin, bah, ça peut être bien aussi de prendre 1 semaine, toutes les 4 semaines, toutes les 3 semaines, toutes les 5 semaines et cetera. Voilà, donc on propose ça. Et pour les, postiers, on va dire au titre de la loi et de 2014 et de 2018, donc où on est vraiment là dans une plutôt un accompagnement de fin de vie, hein. C'est quelqu'un qui est, fortement dépendant et qui a besoin de soins soutenus. On a créé un fonds de solidarité. La Poste a mis 1000 jours sur ce fonds de solidarité, donc tous les ans, on met 1000 jours. Les postiers qui le souhaitent peuvent aussi donner des jours de congé. On a suivant les années, entre 500 et 600 postiers qui donnent des jours et donc résultat, sur ce fonds de solidarité, les postiers, font appel à nous demandent en fait, des jours de solidarité et ils peuvent avoir jusqu'à 30 jours
renouvelable une fois par an, donc ça fait 60 jours, pour s'occuper de leurs proches en fin de vie. Bravo, ça fait plein de dispositifs phares. C'est assez complet. Aujourd'hui, on est quand même le premier employeur d'aidants en France. On en accompagne un peu plus de 5 200. Voilà, entre, ceux qu'on accompagne avec le certificat et ceux qu'on accompagne avec des dons de jour. Voilà, on est un peu plus de 5 200. Il y a une question qu'on me pose parfois quand on va, en entreprise, c'est comment on fait pour qu'un salarié se dévoile comme étant aidant? Alors, on sait qu'il y a un aidant sur 2 aujourd'hui qui dit pas à son employeur qu'il est, aidant. Comment on fait, pour que, cette personne vienne voir son manager ou son RH pour lui parler, de ce moment de vie et de ce qui pourrait être mis en place? Bah, comment on fait? En fait, faut instaurer la confiance. Nous, typiquement, quand on a, mis en place le guichet des aidants, le certificat des aidants, ça n'a pas été la révolution tout de suite. Il a fallu que les gens se rendent compte qu'on avait mis tout ça en place pour eux et que le but n'était pas, entre guillemets, de les identifier pour les discriminer, voire pour les sortir de la société, mais au contraire, que c'était pour les accompagner et pour leur permettre finalement de mieux vivre leur situation d'aidant. Donc c'est d'une part la confiance, voilà, je pense que c'est quelque chose de très, très important et puis, voilà, toutes les entreprises, tous les managers, on sait qu'ils sont, enfin qu'on est, en tout cas, dans l'empathie. Si quelqu'un vient voir son manager, si quelqu'un vient voir son collègue, ben, on va se rendre compte qu'il y aura forcément une écoute et derrière, et ben, il y aura un vrai intérêt effectivement à expliquer sa situation, d'aidant. Vous m'avez parlé aussi, de tout ce qui est, santé au travail, c'est important aussi. Ça c'est important effectivement pour les dents pardon. Ce qui est important, c'est de préserver son équilibre psychologique, et physique. On sait qu'il a besoin de travailler. Il a besoin de travailler parce que ça va lui changer les idées, parce qu'il a besoin de liens social, il a besoin, d'une soupape aussi lui permettant d'évacuer un petit peu tout ça. On sait aussi que quand on est aidant, on est quand même, vite fatigué parce qu'en fait on va quand même s'épuiser aussi à la tâche. Il a besoin de travailler parce que derrière, il a besoin d'un équilibre financier parce que, ça coûte cher d'être aidant. Si vous avez, des kilomètres à faire, si vous devez assumer des soins et cetera, bah, parfois, c'est aussi à vous de payer. Il a besoin d'échanger avec d'autres aidants, ou avec ses collègues et puis, encore une fois, il a besoin de confiance de son employeur et si je regarde 2 secondes l'employeur, lui, de quoi quelque part il a besoin, dans son accueil finalement de l'aidant, c'est, il le fait alors on est dans une entreprise, hein, donc on se doit d'être, dans la performance quand même, mais aujourd'hui, quand on ne prend pas en charge une personne qui est aidant parce qu'on ne l'a pas identifié ou parce qu'il veut pas nous le dire, c'est 16 jours d'arrêt maladie en moyenne par an. Dans une entreprise, quelle qu'elle soit, si on peut éviter 16 jours d'arrêt maladie d'un collaborateur parce qu'on ne l'a pas identifié, bah, je pense qu'on le fait. Donc il y a vraiment un vrai sujet là-dessus. Il y a des arrêts maladie si on ne s'en occupe pas. Il y a aussi, comme je vous le disais, hein, de la fatigabilité. Donc résultat, on risque d'avoir, des accidents, on risque d'avoir une charge mentale qui est assez importante aussi. On sait à quoi ça mène. Donc voilà, donc quand on est une entreprise responsable, quand on fait de la RSE, quand on parle de qualité de vie au travail et cetera, forcément, on se doit de prendre en compte, le statut d'aidant. Après, on a, aujourd'hui, hein, de plus en plus aussi de collaborateurs, aidants qui sont des collaboratrices aidants. Je vous le disais, tout à l'heure, la Poste, on est une entreprise avec, 49 ans, 48-49 ans de moyenne, d'âge. On a 53 de nos collaborateurs qui sont des collaboratrices, donc on est forcément aussi concernés par le sujet et donc derrière, c'est aussi des enjeux d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de non-discrimination aussi des seniors. Voilà, donc tout un enjeu aussi de responsabilité sociétale de l'entreprise. Et puis enfin, bah, on est quand même dans une société aujourd'hui, avec un grand S qui, a de plus en plus de mal à recruter les talents, de demain, et à les conserver. Et c'est vrai que c'est un vrai enjeu de marque employeur aujourd'hui, de fidélisation, d'image aussi, de communiquer sur, ce que l'on fait sur les aidants, d'accompagner les aidants, parce que non seulement vous avez, une fierté d'appartenance, à l'entreprise et puis, quand vous y êtes, bah, vous avez envie d'y rester. Voilà, donc il y a tous ces sujets-là qui font qu'il y a un intérêt et pour, le collaborateur de se déclarer et pour l'entreprise de pouvoir l'identifier. Alors quand je vais, en entreprise aussi en rendez-vous pour, présenter les aidants Co et comment on peut les accompagner, un employeur pour, mettre en place une politique aidant, j'ai une objection qui vient, c'est: «Oh là là, mais je vais être débordée de demandes si j'écris, un accord» et une autre qui est: «Il va y avoir de la triche». Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a pas de triche. Encore une fois, on choisit pas d'être aidant, hein, ça nous tombe dessus. Donc ça, c'est une réalité et nous, on le voit au quotidien. On a
250 000 collaborateurs, on a 5 200 certificats et on a une trentaine de demandes de jours de solidarité. C'est vraiment les jours de solidarité qui pèsent puisqu'encore une fois, on peut leur en donner jusqu'à 60 jours par an. Et quand on regarde, en fait, les gens sont plus reconnaissants qu'autre chose et sont plus porteurs finalement de fierté d'entreprise quand ils sont aidants. On se rend compte que les jours de solidarité aujourd'hui qu'on a, ça permet d'affronter des graves problèmes de la vie. Parce que, en fait, on va avoir, quelque chose qui va nous tomber dessus. On va avoir nous, on a des gens, hein, qui, nous appellent du jour au lendemain. Le conjoint a fait un AVC, l'enfant, vient de déclarer, enfin, vient de découvrir un cancer. Donc quand vous vous confiez comme ça à votre entreprise, à vos managers ou à vos collègues ou à vos assistants sociaux, voilà, c'est pas anodin et ce système de confiance-là va permettre vraiment d'asseoir cette, ouais, cette légitimité de votre entreprise, cette fierté et derrière vous allez plus fédérer qu'autre chose et il y aura pas d'abus. Parce que nous, le système qu'on a mis en place, il permet aussi quand vous avez le certificat des aidants ou quand vous avez, une demande par exemple de don de jours, on a une évaluation sociale avec des assistants sociaux. Donc de toute manière, on a bien un garde-fou, qui nous permet de ne pas, dériver et franchement en 5 ans d'accord qui vit, on a peut-être dû refuser 2-3 dossiers. Parce que voilà, ça collait pas, mais en tout cas, on les a quand même analysés, mais ça collait pas, voilà. Donc, Oui, plus par rapport à des critères objectifs. exactement, tout à fait. Voilà, c'était des demandes qui, voilà, on n'était pas dans les danses de dépendance lourde et de fin de vie. On était plus dans un confort. Donc on les a orientés sur autre chose et d'autres types de congés pour le coup, pour accompagner leurs proches aidés. Merci beaucoup Laurence de dire ça parce que moi je peux pas entendre ça. Il y aura de la triche, je peux pas entendre ça. D'autant plus qu'on sait bien que même s'il y a de la triche, quelqu'un qui gratte un petit peu va se faire tout de suite rattraper par ses collègues ou son manager qui, vont tout de suite comprendre que quelque chose ne tourne pas rond et qu'il y a quelque chose à revoir. Nous, ce qu'on dit aussi, c'est que tous ces dispositifs, il faut les revoir de manière, régulière pour justement évaluer, les difficultés ou comment la situation a avancé. Exactement, tout à fait et nous, on a appris effectivement de nos erreurs, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais on n'avait pas forcément identifié le rôle clé de l'assistant social, en tout cas dans notre accord et en fait, on l'a, identifié de manière, très, très forte dès les premiers dossiers qui sont arrivés en disant: «OK, on a demandé un certificat du médecin, on a demandé une attestation sur l'honneur, mais comment derrière on accompagne la personne?» Et le fait finalement de faire entrer l'assistant social dans la boucle, déjà ça avait de la enfin c'était évident en fait, c'était juste évident mais ça permet aussi que l'assistant social puisse prendre en charge les autres types de problèmes que peut avoir la personne aidante. Parce que encore une fois, enfin, c'est quelque chose de très, très lourd, en charge mentale, en charge physique, en tout ce qu'on veut. Mais il peut y avoir aussi des problématiques financières à côté, d'autres problématiques. Donc le faire prendre en charge par l'assistant social, ça permet d'avoir une vision à 360° et de pouvoir vraiment accompagner la personne sur tous les plans. Très bien et en plus, l'assistance sociale est plutôt neutre, plutôt tiers de confiance et ça permet aussi souvent aux gens d'être plus posés, Ouais. pour en parler. Beh, surtout ils sont pas assermentés, mais ils ont un devoir de confidentialité qui fait qu'effectivement ce qui se passe, dans le bureau de l'assistant social n'est pas connu des managers ni des RH, évidemment. Alors est-ce qu'on peut finir sur cette question qui est par rapport à une entreprise débutante qui a envie de mettre en place des dispositifs en faveur de ses collaborateurs aidants, qui a compris l'intérêt, de tout ce que vous avez dit, qui se rend bien compte qu'aujourd'hui, pour le bien-être de ses collaborateurs, pour, recruter et fidéliser, c'est nécessaire de s'occuper des aidants. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil ou comme méthode? S'il y en a une. Bah, pour commencer, il faut communiquer, communiquer, communiquer. C'est-à-dire que moi, je ferai des webinaires, des actions de communication parce que nous, on s'est rendu compte que quand vous êtes aidant, bah, vous allez être sensibilisé en disant: «Tiens, là, il y a un webinaire, tiens, là, il y a une action de communication, donc OK, on me parle». Par contre, quand vous êtes pas aidant, ça va pas vous parler, vous allez oublier parce que vous recevez tellement de sollicitations que ça ne marchera pas. Sauf que le moment où vous allez avoir besoin de l'information, vous savez plus où la trouver. Donc, il faut faire des communications régulières et sensibiliser régulièrement sur ces sujets-là, aussi bien les collaborateurs que les managers, que les RH, que les assistants sociaux, parce que, encore une fois, il faut qu'on arrive à identifier. Une fois que vous avez fait ces webinaires, ces sensibilisations, moi je ferai deux, trois choses. J'adhérerai à une plateforme téléphonique type Domiserve pour
que les collaborateurs puissent se renseigner, sur le statut d'aidant et ce que c'est qu'un aidant. Et puis franchement, je ferai un certificat parce que ça permet vraiment de donner un statut à la personne, un petit peu comme quand vous êtes en situation de handicap, vous avez une reconnaissance et ça permet vraiment d'une part de s'accepter en tant qu'aidant et que les autres vous acceptent aussi en tant qu'aidant. Donc c'est vraiment les 3 mesures phares que moi je mettrais en place en premier. Et puis après, bah, une fois que vous avez tout ça, bah, il faut quand même aussi permettre de la flexibilité de l'organisation de travail pour les aidants. Parce que si vous leur donnez pas de flexibilité, ils s'en sortiront pas et il faut donc vraiment, les accompagner sur cette flexibilité-là. Vous avez raison. Dans ce qu'on voit, de ce que demandent, les aidants, le plus souvent, c'est de temps. Parce que, bah, voilà, prendre un rendez-vous, bah, c'est comme nous, c'est pendant les heures de travail. Accompagner son enfant à un rendez-vous ou à un IME, bah, c'est de la même manière, ça prend du temps et pour autant, tout peut, bah, s'adapter en fonction des attentes des uns des autres. Ça me semble, effectivement complètement possible et moi, ce que j'aime beaucoup dans tout ce que vous nous racontez, dans cet épisode, c'est, le climat de confiance, qui a été créé dans l'entreprise petit à petit et par rapport au nombre de personnes que vous accompagnez aujourd'hui, vous m'avez dit qu'il y avait 20 d'augmentation, du nombre d'aidants accompagnés chaque année. Ouais, tous les ans. Mais je pense aussi quand on parle de confiance, c'est aussi, finalement une confiance mais générale. C'est-à-dire que quand vous voyez que, entre guillemets, hein, «les femmes ne sont pas discriminées, dans l'entreprise», que les personnes en situation de handicap ne sont pas discriminées et seront gardées, que les seniors ne sont pas discriminés et seront gardés, vous vous doutez bien que les aidants ne seront pas discriminés et seront gardés aussi. Donc voilà, donc ça dépend aussi de toute la politique sociale que vous mettez en place pour lutter contre toutes les discriminations et voilà et c'est aussi pour ça que ça fait partie, moi, de ma direction, ce sujet-là, parce que ça a vraiment du sens par rapport à tout ce qu'on met en place et tout le on parle souvent de bienveillance, voilà, c'est pas galvaudé, enfin, en tout cas à la Poste, il faut vraiment que ce climat de bienveillance soit présent, dans les entreprises, bah, pour permettre aux aidants de s'identifier et de se révéler, on va dire ça comme ça. Et j'allais dire et à tous les étages. C'est-à-dire que ça concerne pas uniquement, les cadres, dans leur bureau, mais, aussi jusqu'au, postier, qui peut avoir cet aménagement et ça, c'est important, je trouve, parce qu'il y a aussi plein d'entreprises qui veulent bien, tester comme voilà, pour leur, siège, mais ensuite, quand il s'agit d'aller dans les magasins ou dans les hôtels et cetera, bah, là, ils trouvent ça beaucoup plus difficile d'adapter en fait les dispositifs et ce qui est pour moi une question de finalement de bon sens, que tout est possible, de découler, ouais, à tous les étages pour que, tout le monde soit pris en considération. Peut-être pas à la hauteur de ce que les gens, souhaitent vraiment, mais en tout cas qu'on leur apporte des solutions. Mais c'est vrai. Alors après, c'est la force de la Poste qu'on est présent sur tous les territoires et on a beaucoup de métiers, mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué à mettre en place quand vous êtes une PME-TPE, parce que généralement vous avez qu'un seul site et voilà et c'est un peu plus dur. Mais je vous rejoins complètement. Effectivement, aujourd'hui, il faut réussir à ouvrir ça à tout type de population. Ça permettra en plus, d'avoir une justice et une non-discrimination, donc je vote pour. Bravo Laurence pour, tous les dispositifs que vous avez mis en place, au groupe La Poste. Déjà, c'est énorme par rapport, à ce que je vois dans les autres entreprises. Qu'est-ce que c'est le prochain projet qui va sortir pour, les collaborateurs aidants? Donc le prochain sujet, c'est, les soft skills. Donc on va identifier les compétences des aidants, donc les postiers et postières qui étaient aidants ou qui sont toujours aidants. On s'est rendu compte que en fait les personnes qui aident un proche, bah, voilà, sont obligées de développer des compétences de communication parce qu'ils vont devoir gérer, une équipe médicale, des compétences de gestion de crise parce qu'à chaque fois qu'il y a un événement, bah, qui va arriver, c'est généralement soudain et subi, donc ils doivent s'adapter. Ils ont des compétences de créativité, ils ont des compétences, de collaboration, voilà. Donc beaucoup de compétences qui sont, existantes, qu'ils vont développer au fil du temps et donc on a décidé avec, un groupe de travail de la fondation de la Mutuelle Générale de faire un questionnaire à destination des aidants et des personnes qui ont pu l'être, pour identifier les compétences qu'ils ont développées et voir derrière comment l'entreprise peut s'emparer de ces compétences pour, bah, les faire, grandir, les faire, évoluer au sein de l'entreprise. Si je prends un exemple, vous êtes, je sais pas moi, un collaborateur, type facteur qui aidait, votre proche, aidé,
je sais pas moi, dans tout ce qui est finance et cetera et vous avez acquis, au final pas mal de connaissances financières, pourquoi pas demain vous dire: «OK, vous êtes facteur, pourquoi pas passer, à la banque postale ou conseiller financier?» parce que c'est quelque chose qui fait sens chez vous, vous avez une appétence sur ces sujets et voilà et voir comment on peut accompagner un collaborateur dans ces changements-là. Donc c'est ce genre de choses que l'on veut nous aujourd'hui, déterminer et quand on voit encore une fois le nombre d'aidants, qui existent en France, je pense que c'est, voilà, on a de belles marges de manœuvre devant nous sur ce sujet-là. J'en suis certaine aussi parce que, quand on est aidant, on développe tellement de compétences, et aussi de qualités, comme la patience, la résilience, ce genre de qualités qu'évidemment dans des métiers où on est face à quelqu'un et on peut tout à fait les utiliser. Donc je vois bien les différents exemples et différents switches possibles de la part de vos collaborateurs. Bon, bah, écoutez Laurence, j'espère que je vous réinviterai sur, le podcast pour que vous me racontiez, l'évolution du projet. Dans un an, avec plaisir. Merci Laurence pour votre participation. Merci à vous. Si cet épisode de Plan Aidant vous a plu, pensez à le partager autour de vous, à écrire un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre l'actualité du podcast sur Instagram ou Facebook en cherchant Podcast Plan Aidant. Et n'hésitez pas à me contacter. À très vite!